totalement ça. Cette vidéo, c'est Noël avant l'heure. C'est un peu le cadeau déposé sous le sapin. Car aujourd'hui, on va parler en profondeur des IPO. Ces sociétés fraîchement cotées en bourse qui pourraient se révéler être au final la vraie fausse bonne affaire des investisseurs. Et je vais te donner les raisons pour lesquelles je n'investis jamais dans un IPO. Salut les amis, toujours un vrai plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, tu l'auras compris, je vais te parler des baby stocks, ces sociétés fraîchement introduites en bourse que l'on appelle aussi les IPO. IPO, qui est un acronyme anglais pour Initial Public Offering. Et ces sociétés fraîchement introduites en bourse, ces dernières semaines, il y en a eu pas mal. Et tu as dû forcément entendre parler de Snowflake, DoorDash ou plus récemment de Airbnb. Puisque toutes ces entreprises ont fait la une des médias spécialisés lors de leur entrée sur les marchés. Et le plus souvent, elles déchaînent aussi les passions chez les investisseurs débutants qui s'empressent d'ouvrir une position persuadés que les premiers arrivés seront forcément les mieux servis. Eh bien, ma mission aujourd'hui dans cette vidéo, c'est de t'expliquer le plus simplement possible si ces IPO sont généralement de vraies bonnes affaires ou au contraire de vraies fausses bonnes affaires. Enfin bon, c'est compris. Ce que je veux te dire, c'est qu'en résumé, est-ce que ça vaut le coup pour toi d'investir tes économies dans une société fraîchement cotée ou si au contraire, il vaut mieux attendre ou même passer ton chemin? Et pour ça, on va voir ensemble ce qui est un IPO et les raisons qui poussent une entreprise à devenir publique en rentrant sur les marchés. Je vais te parler ensuite de la plus grosse idée reçue à leur sujet qui te permettra, je l'espère, d'éviter le piège dans lequel de nombreux investisseurs débutants sont déjà tombés. Et pour finir, je partagerai avec toi les paramètres à vérifier avant de penser à investir dans un IPO. Et je te donnerai également ma stratégie qui te sera sûrement très utile puisqu'elle va te permettre de connaître la meilleure période pour éventuellement te positionner sur une de ces nouvelles entreprises. Alors, honnêtement, cette vidéo est probablement une des vidéos qui va t'apporter le plus de valeur. Et elle aurait eu largement sa place parmi la cinquantaine de vidéos que tu vas retrouver dans ma formation que je suis en train de préparer. Car aujourd'hui, je vais partager avec toi une tonne d'informations, de graphiques, d'analyses, et tout ça complètement gratuit. La seule chose que je te demande en échange, c'est bien évidemment d'éclater le like. C'est pas cher payé. Alors, avant d'investir aveuglément dans un IPO, donc dans une société fraîchement cotée sur les marchés, il faut te poser une question et te demander pourquoi une entreprise veut devenir publique et te vendre des parts de son business. Puisqu'il faut comprendre qu'une entreprise, avant d'être publique, est forcément privée. Et à partir du moment où elle est cotée sur les marchés boursiers, elle offre la possibilité à qui le souhaite de devenir propriétaire d'une fraction de l'entreprise en faisant l'acquisition d'une action ou de plusieurs actions. Et pour quelle raison crois-tu qu'une entreprise fraîchement devenue publique invite les investisseurs du monde entier à faire l'acquisition de leurs actions? Une chose est sûre, c'est qu'elles ne le font sûrement pas par amour pour toi ou pour celui des investisseurs du monde entier. Si elles le font, c'est forcément pour servir leur propre intérêt. Car une entreprise qui devient publique le fait principalement pour lever des fonds. Et il y a généralement deux scénarios possibles. Tu as les entreprises qui deviennent publiques afin de lever des fonds supplémentaires pour développer davantage leur business et par la même occasion augmenter leur niveau de croissance. Et ça, c'est une très bonne chose. Mais tu as aussi des sociétés qui passent de privé à public pour trouver des fonds supplémentaires pour couvrir leur important niveau de dette. Leur but est tout simplement d'utiliser l'argent des nouveaux investisseurs, le tien peut-être, pour payer leurs dettes. Et ça, tu t'en doutes, c'est beaucoup moins bien. Et ces IPO, honnêtement, il vaut mieux les oublier. C'est la raison pour laquelle, lorsque tu souhaites investir dans un IPO, il est préférable de choisir ceux qui ont un niveau de dette le plus faible, afin de t'assurer que les fonds qui vont être levés leur permettront de développer davantage leur business. C'est-à-dire de développer par exemple de nouveaux produits ou de construire de nouvelles usines. Car ça, c'est exactement ce que tu veux voir en tant que futur investisseur. Puisque cette démarche va être bénéfique pour le développement futur de l'entreprise et forcément par la même occasion bénéfique pour la croissance
de ton investissement. Alors, tu ne peux pas parler des fondamentaux des IPO sans parler de leur prix. Puisque lorsqu'une entreprise envisage de rentrer sur les marchés, quelques jours auparavant, elle annonce son offer price, ou son prix d'introduction en français. Et si tu as suivi par exemple l'histoire avec Airbnb, tu es déjà au courant que le prix d'introduction de Airbnb a été annoncé à 68 $. Mais des actions à 68 $, des petits investisseurs comme toi et moi, il n'y a personne qui en a touché. Car ce prix initial d'introduction est réservé aux clients VIP, aux gros investisseurs. Et pour pouvoir faire partie de ces clients VIP et avoir accès à ce prix, il faudrait que tu sois capable d'investir 250 000, un demi-million ou même plusieurs millions de dollars dans l'entreprise. Et ceux qui sont capables de remplir ces conditions pourront alors avoir le privilège d'investir dans cette IPO à un prix préférentiel avant même que l'action soit rendue publique. Toi, par contre, pour ouvrir ta position, tu dois attendre que l'action soit bien publique et disponible sur les marchés. Mais là, le prix, généralement, c'est plus le même. Puisque le tarif qui te sera proposé sera alors ce que l'on appelle l'open price. Et pour reprendre l'exemple de Airbnb, l'open price a été de 155 $, ce qui représente une augmentation de 120% avec les 68 $ du prix initial d'introduction. Et la question que tu peux te poser en tant que petit investisseur qui a quelques milliers d'euros à investir dans une entreprise, c'est est-ce qu'il est possible pour toi qu'un jour tu aies la chance de pouvoir bénéficier de cet offer price lors de l'introduction d'un IPO? Et la réponse est oui. Ça arrive très rarement, mais c'est possible. Par contre, si ça t'arrive, honnêtement, je te conseille de fuir. Car si on te le propose, c'est pas parce qu'on t'aime, mais c'est tout simplement parce que le business model ou la santé financière de cette IPO est tellement pourri que même les gros investisseurs ne veulent pas des actions au prix préférentiel de l'offer price. Alors, il faut se rendre à l'évidence. En tant que petit investisseur, tu pourras uniquement commencer à investir dans un IPO le jour de son introduction et à son prix d'ouverture. Et beaucoup d'entre vous pensent qu'à ce jeu, les premiers arrivés seront forcément les mieux servis. Mais c'est pas si sûr. Puisque lorsqu'un IPO à la mode arrive sur les marchés, généralement, ça déclenche un sentiment d'euphorie chez les nouveaux investisseurs. Ça a été le cas récemment pour Uber, Lyft, Snowflake, DoorDash et dernièrement Airbnb. Car beaucoup sont convaincus que le jour de l'ouverture leur offrira le meilleur prix. Et ça, généralement, c'est totalement faux et c'est une idée reçue qui risque de te coûter très cher. Car premièrement, comme on vient de le voir, tu as certains investisseurs privilégiés qui, eux, ont déjà pu acheter leur action à un bien meilleur prix que le tien, et ça avant même que l'entreprise soit rendue publique. Et si on regarde notre exemple de Airbnb, les chanceux qui, eux, ont pu ouvrir une opposition à 68 $, que penses-tu qu'ils ont fait une fois que l'action a été ouverte au public au prix de 155 $? Eh bien forcément, pour la plupart, ils ont vendu. Ils ont validé leur retour éclair de 120% qu'ils ont réalisé en un claquement de doigts pour éventuellement réinvestir un peu plus tard. Et le diagramme de Airbnb parle de lui-même. Car les jours qui ont suivi son introduction, le cours n'a fait que baisser pour perdre plus de 26%. Et ce phénomène de chute se répète quasiment pour tous les IPO sur les jours qui précèdent leur introduction sur les marchés. Par exemple, Uber, moins 19%, Lyft, moins 46%, Snowflake, moins 34%, et DoorDash, moins 22%. Toutes ces baisses se sont produites sur quelques jours seulement, et la raison est simple, et c'est aussi la raison qui me pousse à ne jamais investir dans un IPO. Car une société fraîchement introduite sur les marchés a le plus souvent une valorisation très élevée. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'acronyme IPO est régulièrement détourné aux États-Unis pour It's Probably Overpriced. Et quand tu y réfléchis, c'est tout à fait logique. Car derrière chaque action, il y a un business. Et lorsqu'une société devient IPO et qu'elle cherche à vendre ses parts à de nouveaux investisseurs, c'est pas, comme je te le disais tout à l'heure, pour te faire plaisir. Et leur but n'est sûrement pas de brader leur business, donc par conséquent le prix de leur action, par amour pour toi. C'est bien évidemment tout le contraire,
puisque leur but pour eux est de rentrer sur les marchés avec la plus grosse capitalisation boursière possible, ce qui leur permettra d'avoir accès à des fonds beaucoup plus importants. Et je vais même te dire que leur stratégie pour ça est de gonfler artificiellement leurs chiffres afin d'augmenter la valeur de leur business juste avant d'être introduits sur les marchés. Et là, tu vas me demander comment c'est possible. Tout simplement en réduisant leurs dépenses. Il n'est pas rare de voir que quelques mois avant qu'une société rentre en bourse, que son PDG, par exemple, a pris la décision de réduire de moitié son salaire ou de renoncer à un important bonus. Ou même de voir que l'entreprise a procédé à de nombreux licenciements afin de réduire sa masse salariale. Tout ça fait partie d'une stratégie et sont des actes délibérés qui permettent de réduire significativement les dépenses de l'entreprise, ce qui aura pour effet de booster artificiellement leurs bénéfices. Si toutefois ils en ont. Et devine quoi ? Comme par hasard, Airbnb a annoncé au mois de mai dernier qu'il prenait la décision de réduire de 25% leur masse salariale en invoquant l'impact de la crise sanitaire sur l'industrie du tourisme. C'est une drôle de coïncidence. Juste 6 mois avant leur entrée sur les marchés. Et ce qui est très intéressant aussi chez Airbnb, c'est que la date choisie de leur IPO leur a permis, comme par hasard, d'utiliser comme données financières leurs résultats du 3e trimestre, qui ont été pour eux leurs meilleurs chiffres pour l'année 2020. Jusque-là, tu pourrais croire que c'est tout simplement un coup de bol et que Airbnb profite d'un timing parfait. Alors, le timing est bon, ça c'est sûr, mais le coup de bol, ça l'est beaucoup moins. Car si tu grattes un peu et que tu jettes un œil à la page 9 de ce qui s'appelle le Field Prospectus, un document officiel qui regroupe toutes les informations concernant l'entreprise qui va devenir publique, tu peux lire que Airbnb annonce qu'à cause de l'arrivée de la 2e vague de la crise sanitaire, l'entreprise a déjà enregistré une baisse significative de ses réservations lors du 4e trimestre 2020 dans les zones les plus affectées, c'est-à-dire plus ou moins la Terre entière. Et que par conséquent, il prévoit une importante chute du nombre des réservations pour ce 4e trimestre, ainsi qu'une forte augmentation des annulations comparée aux chiffres enregistrés lors du 3e trimestre. C'est-à-dire, pour résumer, que Airbnb a parfaitement bien joué son coup, en choisissant de passer public et de rentrer sur les marchés juste après ce qui a été pour eux leur meilleur trimestre de l'année, en utilisant ces données financières pour au final bluffer les investisseurs puisque eux-mêmes savent déjà que leurs résultats du 4e trimestre seront mauvais et que probablement ceux du 1er trimestre 2021 seront davantage. Ce qui veut dire que si tu achètes du Airbnb aujourd'hui, tu le fais basé sur les meilleurs chiffres que la société est capable de t'offrir pour une longue période. Et ces manipulations, si on peut les appeler comme ça, sont plutôt courantes. Puisque Uber, par exemple, eux aussi ont sûrement boosté artificiellement leurs profits juste avant leur introduction sur les marchés. Et quand tu regardes leurs résultats, ça saute aux yeux. Sur ce graphique, tu peux voir que leurs revenus sont en augmentation, mais que Uber n'est pas bénéficiaire, donc qu'ils perdent de l'argent. Par contre, juste avant de passer public, courant 2019, l'entreprise enregistre miraculeusement, pour la première fois, des bénéfices. Ce qui est une très bonne chose, puisque ça prouve à tous les futurs investisseurs que Uber est désormais un business rentable. Malheureusement, pas de bol, puisque juste après leur introduction en bourse, les bénéfices s'évaporent et l'entreprise perd de nouveau énormément d'argent. Il y a vraiment de quoi se poser des questions. C'est la raison pour laquelle il faut bien réfléchir et faire tes propres recherches avant d'investir lors de l'introduction d'un IPO, car le plus souvent, les premiers arrivés sont rarement les mieux servis. Puisque comme on vient de le voir, le plus souvent la valorisation n'est pas intéressante et les chiffres sont artificiellement boostés pour séduire les nouveaux investisseurs. Alors tu l'auras compris, j'investis rarement ou quasiment jamais dans des IPO. Mais il y a certaines exceptions et pour ça, il faut se rappeler 2 points essentiels dans l'investissement boursier. Premièrement, derrière chaque action, il y a un business. Et ensuite, ta prise de décision doit être basée sur les fondamentaux de ce business. C'est-à-dire que si tu décides de mettre tes économies dans une action, c'est que tu le fais en toute connaissance de cause,
avec une approche d'investisseur et pas un mindset de joueur de casino qui s'en remet uniquement à la chance. Car je te rappelle que si tu veux limiter les risques, tu dois investir dans de bons business que tu comprends. Et un bon business est un business qui voit sa valeur augmenter au fil du temps. Car si c'est le cas, ces actions vont forcément, elles aussi, prendre de la valeur. Et la question que vous êtes nombreux à me poser, c'est Will, comment on fait pour savoir si le business est bon ? Eh bien, premièrement, un bon business doit avoir une croissance constante de son chiffre d'affaires, de ses bénéfices et de son cash flow. Et malheureusement, ces paramètres sont très difficiles à vérifier lorsque tu veux investir dans un IPO, puisque tu n'as pas ou peu d'historique vu que la société est jeune et vient tout juste de rentrer sur les marchés. Et ça d'ailleurs, c'est un des risques majeurs lorsque tu cherches à investir dans ce type d'action. Ensuite, un bon business doit appartenir à un secteur qui se développe. Par exemple, en ce moment, la 5G, l'intelligence artificielle ou l'e-commerce. Il doit avoir aussi un avantage durable sur ses concurrents. C'est ce que l'on appelle un economic moat. C'est ce qui lui servira à conserver ses parts de marché et à se protéger des concurrents qui veulent venir reproduire son business model. Son niveau de dette doit être également raisonnable. Et quand je te dis raisonnable, j'entends par là que ces dettes ne doivent pas être supérieures à la réserve de cash de l'entreprise. Et pour finir, le prix de l'action doit être au plus proche ou inférieur à la valeur intrinsèque de l'entreprise. C'est-à-dire que tu ne dois pas payer plus cher que ce que vaut réellement le business. Et ce point est essentiel. Et honnêtement, c'est jamais le cas lors de l'introduction d'un IPO. Alors, la stratégie que j'adopte lorsque je souhaite investir dans une entreprise fraîchement cotée en bourse, c'est tout simplement d'attendre. D'attendre le bon moment avant d'ouvrir ma position. Warren Buffett le dit lui-même, la bourse est une machine à transférer l'argent des impatients vers les plus patients. Et cette phrase n'a jamais eu autant de sens lorsque tu cherches à investir dans un IPO. Car patienter, premièrement, ça va te permettre de voir comment les résultats de l'entreprise évoluent au fil des différents trimestres. Et deuxièmement, ça va te permettre de laisser passer la phase d'euphorie que la plupart des IPO à la mode rencontrent lors de leur introduction en bourse. Alors, personnellement, j'aime laisser passer entre 6 et 12 mois avant de penser ouvrir une position dans ce type d'action. Et tu vas comprendre pourquoi en regardant ces exemples. Uber a vu son cours baisser de 70% en 10 mois après son entrée sur les marchés, en passant de 45 $ à 14 $. Son concurrent Lyft, lui, a perdu sur la même période 84% de sa valeur pour passer de 88 $ à 13 $. NIO, que vous êtes très nombreux à apprécier, écoute bien, a vu son cours chuter de 90% lors de la première année pour passer de 13 $ à 1 $. Et Beyond Meat, elle aussi n'a pas dérogé à la règle, car même après avoir connu une envolée spectaculaire de son cours lors des mois qui ont précédé son entrée sur les marchés, la chute a quand même eu lieu puisque l'action a perdu 80% de sa valeur pour passer de 240 $ à 47 $. Alors, la conclusion est qu'il ne faut jamais se précipiter pour investir dans un IPO. Attendre quelques mois ou même quelques années est généralement une sage décision afin de laisser le temps au business de te prouver de quoi il est capable avant d'y injecter tes économies. Rappelle-toi aussi que le jour de l'introduction n'est jamais le jour qui te permettra d'obtenir le meilleur prix. Comme tu l'as vu dans différents exemples, tu auras de nombreuses occasions pour ouvrir une position à un tarif beaucoup plus avantageux qui t'assurera des retours beaucoup plus généreux. Et bien voilà les amis, c'est sur une rime que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle t'a apporté des connaissances que tu n'avais pas encore. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas de liker, de partager et de t'abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Car je te veux à bord avec moi. Toi et moi, on se retrouve très vite, très très vite. En attendant, passe de bonnes fêtes et prends bien soin de toi. Well, I'm all for Christmas, all the happy smiles and the wishes, and I want it all from the lights to the mistletoe.